folie. Et donc, tu te fais livrer plein d'échantillons. Et là, chez nous, c'était une c'était une blanchisserie. C'était une blanchisserie. Il y en avait partout, partout, partout. Parce qu'en fait, du coup, ce qui est important, c'est que tu reçois les échantillons, mais les échantillons ne sont pas lavés, donc du coup, il faut les laver, etc. Enfin bon, et t'en as partout. Et après, tu fais des blend tests. Et tu t'en choisis, tu te fais ton petit top 3, top 5. Et après, donc tu mets ton petit masque de nuit avec un petit verre de vin. Ouais. Et tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Et tu te dis, bah voilà, celui-là, il est mieux, celui-là, il est mieux pour ça, pour ça, pour ça. Et voilà, et tu avances comme ça. Et après, tu regardes, forcément, tu intègres aussi des sujets de prix, de partenaires, Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous nous intéressons une nouvelle fois à une DNVB qui, en quelques années, a réussi à inscrire sa marque dans la tête de beaucoup de consommateurs. Une DNVB qui propose des draps et maintenant, de façon plus générale, du linge de maison. Vous l'avez compris, je veux parler de Bonsoir. J'ai le grand plaisir de recevoir son fondateur, Nicolas Morschel. Avec lui, nous allons revenir sur beaucoup de sujets. C'est l'avantage d'avoir le patron d'une DNVB avec nous, car dans son ADN, ce genre d'entreprise maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la conception à la livraison. Donc, la bonne exécution des opérations, c'est la clé du succès. Pour structurer notre conversation, nous respectons le plan que vous connaissez tous maintenant. D'abord, nous allons planter le décor du marché du linge de maison. Comment est-il structuré? Quelle est sa croissance? Quels sont les besoins des consommateurs? Quelles sont les tendances de consommation? Bref, pourquoi Nicolas s'est lancé dessus. Ensuite, nous entrons dans le vif du sujet en parlant de Bonsoir, de sa proposition de valeur et de sa façon d'orchestrer les opérations. Nous demanderons à Nicolas de nous parler aussi de la gestion, de la croissance, qui est un élément clé dans son entreprise. Enfin, le sujet de la relation client. Les DNVB optent souvent pour une approche communautaire. Est-ce le cas chez Bonsoir? Comment les réseaux sociaux sont-ils utilisés? Quid de la data client et du CRM? Bref, beaucoup de choses à venir. Mais avant de commencer, Nicolas, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Salut Cyril, ça me fait plaisir d'être là. Écoute, je suis Nicolas Morschel, j'ai 38 ans, je suis jeune papa de 2 enfants et je suis le fondateur de Bonsoir. Bon, très bien. Alors, pour commencer, globalement, tu as fait des études, j'imagine. Et est-ce que tu as plutôt un parcours d'ingénieur, de commercial? Tu as fait quoi? Moi j'ai un parcours assez classique école de commerce. Après j'ai pas un parcours on va dire tout à fait classique. Je suis né à Paris d'un père français, d'une maman allemande et à l'âge de 6 ans je suis parti en Allemagne et donc là j'étais dans une école européenne et en fait j'ai un peu baigné dans un milieu hyper international où j'étais avec des Anglais, des Italiens, des Néerlandais, des Espagnols, etc. Et moi j'étais dans la classe française et donc j'ai passé mon bac européen en Allemagne. Voilà. Ok, très bien. Et après pour mes études par la suite, je suis passé par la case école de commerce. C'est un peu la case quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, donc tu es revenu en France? Et je suis revenu en France, voilà. Et donc école de commerce où j'ai continué un petit peu mon parcours international parce que j'ai étudié à la fois au Canada, voilà, dans le grand froid, et en Allemagne. Ok. Voilà.
Donc, tu es diplômé en quelle année? Je suis diplômé en 2006. 2006. Ouais. Et tu commences à travailler, tu fais quoi? Ouais, en fait, comme j'ai passé un petit peu de temps à l'international, j'étais en fait dans la promotion 2006, mais diplômé 2007. Ouais. Et donc, je devais encore faire mon mémoire et je devais chercher un stage en fin d'année. Et en gros, puisque j'avais fait mon premier stage chez Volkswagen dans les voitures, je me suis rendu compte que les grosses structures, c'était pas fait pour moi. Les voitures sympas à conduire, mais pour moi, c'était pas le milieu dans lequel je voulais m'épanouir. Et en fait, il me restait encore un stage de fin d'études. Et donc, je suis tombé sur une annonce qui recherchait un country manager pour l'Allemagne. Et à l'époque, c'était une société qui s'appelait Pixdiscount, qui appartenait à Photoways, qui après ensuite est devenue Photobox. Et donc, comme j'étais pratiquement diplômé, cherchais un stage, là c'était un CDD sur l'Allemagne, sur le web, je me suis dit, ben, génial, tu postules. Donc je me suis déplacé à Sartrouville, parce que les usines étaient à Sartrouville. Donc j'ai mis 1 heure pour y aller. C'était en hiver, il faisait nuit, je cherchais mon chemin dans les zones industrielles. Et voilà, et c'est un peu comme ça que l'aventure a commencé. Ouais, c'est important parce que Photobox, on en parlait avant d'enregistrer. Alors, je salue Martin Génaud, qui est un petit peu aux origines du sujet, que tu as croisé. Enfin, il est parti au moment où tu arrivais. Photobox, c'est quand même resté 10 ans. Je suis resté un peu plus de 10 ans. Ouais. De ce CDD, de ce stage, qu'est-ce qui a suivi? Une aventure extraordinaire. Une aventure à la fois humaine et je pense l'aventure qui m'a forgé au niveau professionnel. Donc en gros, j'ai commencé à défricher le marché allemand. C'était en fait le moment où Stan Laurent est rentré. Stan Laurent, c'était l'ex-directeur général d'AOL Europe, qui a passé beaucoup de temps en Allemagne, que je salue. Et donc c'est un germanophone par adoption. Et en fait, c'est au moment où des fonds sont rentrés chez Photobox, ont racheté, en fait, sont devenus un groupe franco-anglais, constitué du leader français et du leader anglais. Et en fait, il y avait des ambitions internationales. Et Stan Laurent tenait beaucoup à se développer en Allemagne, qui était le plus gros marché en Europe. Et donc voilà, moi je suis rentré à ce moment-là. Et donc il fallait tout défricher. On a donc monté des bureaux à Hambourg. On a recruté ma manager qui du coup a géré le bureau à Hambourg parce que moi j'étais beaucoup trop jeune. Mais je participais activement à toute la partie développement de ce marché-là. Donc c'était assez passionnant, je fais ça pendant 2 ans. Et après, Stan est revenu vers moi, il m'a dit c'est super, maintenant il faut falloir continuer l'aventure européenne. Et dans ce cadre-là, avec l'équipe, on a lancé entre 8 et 10 pays sur l'international. Donc avec Clémence Albert, que je salue également, et qui était le directeur de la BU, parce qu'en fait l'international est devenu une BU à part entière, parce qu'on voulait vraiment y apporter un grand focus, et on voulait en fait le décorréler de tout ce qu'on faisait sur la France et sur l'Angleterre pour Dans les lancements, alors tu parles de l'international, c'est un truc qui fait écho à mon parcours professionnel, parce que j'ai accompagné les e-commerçants dans leur déploiement international pendant quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu retiens finalement des enjeux clés quand tu ouvres un pays en fait? C'est quoi parce que finalement tu en as ouvert presque une dizaine ou une dizaine. Une dizaine. En Europe, tous ne sont pas les mêmes. Non. Loin de là. Quand tu fais l'Allemagne, c'est pas pareil que l'Espagne ou l'Italie. Tu retiens quoi de ça? Moi, je retiens que c'est difficile. Donc, c'est une aventure, il faut un peu avoir les reins solides, déjà, Parce que moi, je vois quand même passer beaucoup de... Déjà, des questions sur bonsoir. Oui, alors, il faut que tu ailles à l'international, etc. Je vois aussi beaucoup d'articles de personnes qui sont oui, il faut absolument être international, c'est notre priorité, etc. Mais c'est une aventure qui est... L'aventure internationale, c'est une aventure qui est complexe. Qui est complexe parce qu'elle engendre des moyens et aussi il faut comprendre le pays. Il faut localiser ton action. Ouais, mais en fait c'est un mix entre une localisation et une homogénéisation de tes ressources et du travail que tu as fourni jusque-là. Parce que si tu t'amuses à tout localiser, franchement tu t'en sors pas.
Donc en gros, c'est jusqu'à quel niveau tu localises. Donc ça va des moyens de paiement, la logistique, en passant par les relations presse, Les services clients. le service client, etc. Jusqu'au moment où tu peux aussi localiser de A à Z un site. Et donc c'est jusqu'où tu pousses un petit peu cette localisation. Et ça, où est-ce que tu mets le curseur de la localisation? Et je pense que c'est ça un peu la clé du succès d'une bonne internationalisation. Franchement, ok, j'ai travaillé c'était mon job pendant 8 ans d'internationaliser un business e-commerce, mais j'ai l'impression que si j'avais à le refaire quelque part d'autre, je devrais limite commencer de zéro. Donc j'ai les réflexes, j'ai les clés, mais en gros chaque business est un peu différent et on peut y aller aussi de manière un peu différente. Donc nous on y allait d'une façon assez, on va dire assez opportuniste. On lançait un pays, on pluguait des campagnes d'acquisition, on regardait déjà si ça marchait, et après en fonction de ça, on recrutait. Et après on allait jusqu'à recruter des BizDev qui étaient dans les pays pour faire du business développement, aller à la recherche de partenariats, d'opérations de co-branding, même de marque blanche de services photo. On a fait plein de trucs. Travailler avec des agences locales, avec des agences RP aussi locales, etc. Et après, il y a des pays où on a moins fait d'efforts. Donc voilà. Et après, chaque pays aussi a ses spécificités de produits et ses comportements. Je pense en termes de produits, mais en termes de rapport qualité-prix. Donc il faut un petit peu s'adapter. Et c'était une belle aventure. Après, c'est quand même 10 ans de ta vie où tu as appris l'international. Tu as appris probablement aussi des choses sur les opérations. Parce que quand tu dis en fait on peut tout localiser ou pas et puis mutualiser un certain nombre de choses, rappelle le concept de Photobox. Finalement, tu uploads tes photos. Tu uploads des photos et tu crées des produits photos. Et tu crées des produits photos que tu expédies. Il n'y a pas une urgence dans la livraison comme peut exister pour d'autres produits comme l'alimentaire par exemple. Alors oui, non. D'accord. Oui, non. C'est valable, on va dire, pour une partie des commandes. Mais au final, les produits photos, ils ont une grosse saisonnalité cadeau. La saisonnalité cadeau, elle est bon, j'ai un anniversaire et j'ai besoin de mon produit à telle date. Ok, donc ça c'est un peu lissé dans l'année. Après, Photobox réalise même tous les acteurs de la photo réalisent une partie gigantesque de leur chiffre d'affaires sur 6 semaines. Ouais. Voilà, c'est 6 semaines. Et si tu n'es pas bon en opération, en exécution, que ce soit sur la fiabilité de ton site, en logistique, en prod surtout. Parce que la logistique et en prod, c'est intéressant dans le sens où vous fabriquez. En fait, tu ne sources pas des produits que tu revends. Tu as la matière première, bien sûr, mais vous fabriquez en fait à chaque fois. Photobox fabriquait tous les produits avec des usines. Au début, c'était très centralisé en France et très rapidement. On avait des usines dans le nord, dans la région parisienne, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, donc un peu partout. Donc ça complexifie l'histoire grandement. Et du coup, il faut que tu sois impeccable. Parce que si à Noël, tu gères la montée en charge, tu es brutal en fait. Brutal. Et donc c'était incroyable. On avait ce qu'on appelait des huddles journaliers. Donc on préparait Noël. Noël, je crois qu'on le préparait 6 mois à l'avance. Avant l'été. Avant l'été. On avait des premières réunions de préparation de Noël et on se voyait pendant la saison, tous les jours. T'as tous les managers de la boîte qui sont en visio ou en physique et qui discutent des résultats, mais aussi des plans d'action à mener sur tel et tel projet ou action. Bon, donc tu as passé 10 ans et puis au bout de 10 ans, tu as eu sommeil, quoi. Ouais, non, en fait, j'ai passé 8 ans sur l'international et après, Photobox s'est fait racheter par les private equity. Et dans ce cadre-là, l'organisation elle a changé. On n'était plus dans une organisation par géographie, mais une organisation par métier. Et dans ce cadre-là, moi, je suis devenu directeur du marketing digital. Voilà. Donc, j'avais un bon budget d'acquisition. Transverse, c'est-à-dire tout pays. Donc, j'avais des équipes qui étaient à Londres et à Paris, principalement. Et donc, avec un budget quand même assez conséquent, qui s'occupait de l'acquisition. Et après, j'avais
une bonne partie aussi de l'équipe qui s'occupait de toute la partie CRM, programmes comportementaux, triggers et compagnie. Okay. Voilà. Et donc j'ai fini. Voilà, c'était après une toute autre ambiance, on va dire, un peu moins. Bon, bref, tu avais besoin Ouais, moi j'avais besoin d'un nouveau challenge, de voir autre chose. Nouveau challenge, voilà. Et donc ça faisait, moi j'avais une trentaine, donc j'avais une trentaine d'années quand tout ça s'est fait. Et en fait, ça faisait depuis déjà un certain temps où je me disais, ça serait quand même canon de créer ta boîte. J'avais monté plusieurs business plans. Voilà, on y va, on arrête, on se dit, c'est peut-être pas le bon projet, etc. Et après, bonsoir est venu à moi, et je pense que c'était c'était maintenant aussi ou jamais. Mais alors, raconte, avant qu'on parle du marché, raconte quand même comment cette idée a germé dans un coin de ta tête. C'est quoi pourquoi une DNVB? Pourquoi moi déjà, donc moi je pense que l'aventure Photobox, elle m'a pas mal forgé, parce que je suis un peu devenu un numéro du produit. Donc je pense que je cherchais un produit, une aventure, un projet qui soit associé à un produit. Je pense que ça, au fond de moi, qui me bottait et qui m'animait. Et donc en fait, c'est venu en fait, je voyais c'était l'essor des DNVB sur le matelas, qu'on connaît tous, donc avec Teddy Bear en France, Casper aux États-Unis. À l'époque, c'était incroyable. C'était la plus grosse DNVB du moment. Ils ont complètement cassé le truc. Et donc, ils venaient en Europe. Il y avait Eve Eve Matelas qui était en Angleterre, qui a même fait une IPO, et Emma Matelas en Allemagne, et après tout le reste. Donc, il y avait une espèce d'énorme dynamique autour de ça. Et après, nous, on a emménagé avec ma famille dans un nouvel appartement. On a acheté un matelas, et en fait, tu ouvres ton placard de draps et tu fais va falloir acheter des draps. Et donc c'est moi qui ai dû me coltiner. Et en gros, quand tu as une trentaine d'années, donc moi j'avais 33, 34 ans, franchement, tu as autre chose à faire que d'acheter des draps. En fait, c'était un peu le cadet de mes soucis. Et donc j'ai pris mon petit baluchon, je suis allé sur Internet, et là en fait, t'as tout et n'importe quoi. T'as pléthore de choix avec des promos dans tous les sens, tu comprends pas grand-chose. C'est assez... souvent, c'est assez entrée de gamme. Moi, je cherchais quand même de la qualité, mais il y avait des motifs dans tous les sens. Après, tu vas dans le 5e étage de grands magasins, et là, tu n'as pas une vendeuse qui est en dessous de 50 ans et qui te dit, il faut acheter cette marque, c'est super, avec des motifs. Et en fait, tu t'en tires pour 400, 500 euros ta super parure. En fait, je cherchais de la qualité. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai vite fait le lien entre justement ce marché du sommeil et de la literie qui était en train d'exploser, et ce marché du drap qui était dirigé par des acteurs super traditionnels, pas du tout orientés sur le digital. En fait, les seuls qui étaient orientés sur le digital, c'est les VPCistes et les marketplaces. Mais sinon, les acteurs un peu marques, qui ont des vraies marques de linge de maison, de linge de lit, ils étaient complètement dépassés à la rue sur l'e-commerce et le digital. Tu regardais leur site, mais c'était n'importe quoi. Donc c'est ça qui a fait germer cette idée-là. Et voilà, et ça a commencé à germer là-dessus. Je me suis dit qu'il y a vraiment un truc à faire. Et voilà, et c'est comme ça que c'est né. Et on va développer ça après. Mais pour faire le lien, il est parfait avec justement, je le disais en introduction, le marché. Tu as cette idée pour Bonsoir, qui peut-être à l'époque s'appelait déjà pas, c'était pas encore Bonsoir. Tu avais peut-être pas, si, tu avais eu le nom tout de suite en tête. Le nom, c'était une galère. Tu m'en parleras après. Et tu as cette idée, maintenant il faut... tu as un feeling, mais il faut confirmer ce feeling. Le marché. En fait, c'est quoi aujourd'hui? Comment on le décrit, ce marché du linge de maison? Parce qu'aujourd'hui, Bonsoir, c'est pas uniquement des parures pour le lit. Là, on est dans tes bureaux, tes nouveaux bureaux parisiens. Il y a dans la salle de réunion des peignoirs. Là-bas, il y a un lit. On rentre dans le bureau, dans les bureaux, on est accueilli par un lit avec écrit Bonsoir au-dessus et une superbe parure. Et ça fait un effet waouh, je te le confirme. Bref, comment fonctionne le
le business, le marché du linge de maison, et peut-être avec un focus sur les draps, mais comment ça fonctionne? Les consommateurs, parce que tu as commencé à dire finalement, ils étaient habitués à un truc qui était peut-être un peu poussiéreux. Comment ça change? Enfin, raconte-moi un peu tout ça. Bon, déjà, tu fais le constat des acteurs du marché. Donc là, tu te dis, bon, il y a qui Ikea. Voilà, tu as Ikea. Mhm. Voilà, Ikea, grand vendeur de linge de lit. Bah, bien sûr. Voilà, et de linge de maison en général. Ouais. Tu as la Redoute. Mhm. Après, tu as les grandes surfaces, donc Auchan, Carrefour, etc. Il faut se dire que en gros, c'est eux qui raflent quand même une grosse partie du marché, qui est quand même un marché qui est pas mal porté aussi sur l'entrée de gamme. Donc là, aujourd'hui, on parle de Bonsoir, on parle de rapport qualité-prix, mais aussi il faut quand même, c'est quand même un certain pouvoir d'achat pour acheter chez Bonsoir. Ils t'en achètent pas non plus 10, etc. Donc voilà, mais tu as quand même une certaine partie du marché qui est de l'entrée de gamme. Et tu as les acteurs traditionnels, Carré Blanc, Larvauge, Descamps, Anne de Solène, etc. Mais qui au final sont plutôt une petite partie Eux, ils sont plutôt premium. Plutôt premium, avec des parcs retail historiques assez importants. Donc ils se traînent un petit peu ça. Et après, en fait, tu as ce paysage-là qui n'est pas très tourné donc très promophile. Il y a tout le temps des promos. Tu vas chez La Redoute, franchement, tu vas sur leur site, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une promo sur un joli. Le mois du blanc, c'est la folie. Il n'y a pas une promo qui est en dessous de 40%. Enfin, c'est un peu un écosystème où tu as masse de choix. On fonctionne également beaucoup en collection, avec des gros stocks à écouler, ce qui explique aussi les soldes et les promos en continu. Donc ils fonctionnent un peu de temps en temps comme des fringues. Donc j'ai la collection été, j'ai la collection... Parce que, est-ce que tu sais combien de parures un foyer moyen achète ou c'est difficile à savoir ça? Non, c'est difficile à savoir. Parce que tu changes clairement pas de drap comme tu changes de jean. Enfin, non. A priori, ça dure plus longtemps, non? Non, ça dure plus longtemps. ouais, carrément. Et en plus, ceux de Bonsoir, ils deviennent de plus en plus doux avec le temps. Ouais. Ils se bonifient. Comme le vin. Comme le vin. Mais non, c'est difficile. Au début, quand je suis rentré sur ce marché, j'en avais aucune idée. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux Friends and Family, donc j'ai lancé un questionnaire. Ouais. Et j'ai demandé, combien de parures vous achetez par an? Ouais. Et en gros, les réponses, elles étaient tellement hétéroclites que... Tu pouvais rien en tirer. Rien en tirer. Donc oui, tu faisais une moyenne, donc ça donnait un truc genre 1, quelque chose. Ouais. Mais t'as des gens, ils te répondaient, moi j'en achète 3, pourquoi? Et t'en as qui disaient, même pas une. Ouais. Donc tu fais, ok, d'accord. Donc déjà, j'ai pas un panel Ipsos de 10 000 gars. Donc en fait, tu sais pas. Tu sais pas et tu rentres là-dedans et tu te dis, qu'est-ce que je vais mettre en termes de réachat dans mon business plan, par exemple? Moi, j'ai mis 0 réachat. Comme ça, au moins, j'étais safe. Et je me suis dit, tu mets minimum, parce que en fait, t'en sais rien. Ouais. T'en sais rien. Alors en fait, je comprends qu'effectivement, il y a un marché qui est, j'ai pas envie de dire sclérosé, mais qui est un petit peu coincé dans des habitudes. Ouais, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Il y a les mêmes acteurs depuis toujours. Ouais. Mais je me suis rendu compte, moi, qu'il y avait une pénétration, et ça, toutes les études, et même on s'en rend compte aussi quand on se renseigne sur ce marché, c'est une pénétration online qui est assez importante, qui est très importante. Donc alors, les gens n'ont pas de difficulté à acheter online? Non. Ouais, c'est l'autre point que je aucune barrière à l'entrée. C'est pas comme si tu achetais une paire de chaussures ou même un jean qui doit vraiment te fitter, etc. Et limite, tu achètes 3 tailles pour avoir celle qui te va et t'en renvoies 2. Là, oui, tu peux te tromper sur j'ai des tailles rectangulaires ou des tailles carrées. Je me rappellerai toujours d'un client qui nous avait appelé tout au début de l'aventure et à l'époque, c'était encore moi qui répondais au téléphone et qui m'appelle et qui me dit, oh là là, je suis désolé, etc. Je me suis trompé en été d'oreiller, je me suis fait engueuler par la femme. Je croyais qu'on avait des oreillers carrés, en fait, on a des oreillers rectangulaires. Donc les gens se trompent de taille, mais au final, ils connaissent. Ouais, mais ça n'a pas la même conséquence que d'avoir une paire de chaussures dans laquelle tu peux pas rentrer. Parce que tu peux toujours dormir même avec. Tu te trompes de 10 cm, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin. Tu en sors. Et en fait, du coup, ça enlève une grosse barrière à l'achat online. Et du coup, c'est pour ça que tu as une pénétration qui est super. Donc,
j'aurais une opportunité Donc en fait, là-dedans. c'est ça en fait. Ouais. Ce que je comprends, c'est que tu te dis, c'est un peu, bon voilà, ça n'a pas bougé depuis, enfin ça n'a jamais bougé, ou très lentement. Et pour autant, dans les comportements d'achat, on se rend compte que les consommateurs, ils n'ont aucun problème à aller acheter ces produits-là online. Donc, tu dis, je vais faire bouger les lignes. C'est ça ? Ouais. Ouais. Tu dis qu'il y a un truc. Et il y a un match, aujourd'hui, maintenant que tu as vendu, je ne sais pas combien de draps, tu vends d'autres produits. Finalement, c'est ça le repeat business. Il va venir sur l'augmentation des catégories de produits. Ouais, il vient sur deux. Forcément, il vient sur deux axes, comme dans pratiquement tous les business. Quand tu lances des produits et qui sont complémentaires et qui parlent en fait à la même cible et au même comportement d'achat, du coup, ça fait augmenter tes paniers, ça fait augmenter ton repeat. Et clairement, tu as deux axes. Tu as la consolidation des produits sur le linge de lit. Donc c'est quand même tu es un expert et tu es un spécialiste, tu es un acteur du linge de lit. Et après, tu te développes. Nous, il y a plus de 2 ans, là maintenant, on avait lancé le linge de bain, qui est le deuxième plus gros marché sur le linge de maison. Et donc, on a lancé les serviettes invitées. Attends, on va revenir là-dessus. Donc, on a compris globalement le marché, qui était un marché qui était à dépoussiérer. Tu l'as fait avec une appétence forte des consommateurs pour acheter online ce genre de produits. Ouais, après, c'est aussi, tu te dis, franchement, recevoir, franchement, no offense aux VPCistes, mais recevoir un colis gris à l'intérieur noir, je pense que tout le monde voit le truc, le déchirer ou alors l'ouvrir avec ses ciseaux, avoir un truc encore en plastique à l'intérieur, avec une feuille pliée en deux. Non, l'expérience d'achat est pourrie, c'est ce que tu es en train de dire. L'expérience d'achat est horrible. Et donc, du coup, en fait, avec zéro, tu contactes le service client, tu as une réponse le lendemain. Enfin voilà. Et donc, en gros, il y avait à la fois cette partie produit, cette partie affinité e-commerce, et il y avait cette partie expérience client. Il fallait la renouveler, la réinventer, et puis utiliser finalement des codes qui avaient fait leur preuve. Et des codes qui avaient fait leur preuve, avoir un beau packaging, avoir un beau discours, avoir un service client qui te répond en quelques heures. Non, mais je suis d'accord avec toi, tu as réussi ton pari là-dessus. On va y venir. Passons maintenant vraiment sur Bonsoir. On a commencé à l'évoquer, on va parler du nom. Avant que tu nous dises comment le jour 1 de ton entreprise, par quoi tu as commencé, parce que dans les DNVB, on le sait bien, il y a énormément de sujets à traiter. La conception des produits, le sourcing, la fabrication, le marketing, la distribution, la livraison. Enfin, il y a un ensemble de choses qui est assez complexe. On va y arriver. On va les prendre un par un. Commençons par le nom. Ouais. Tu m'as dit ça a été une galère. Mais comment t'as fait? Et pourquoi? Parce que je le trouve génial. Ouais, c'est bien. C'est bien, on est hyper content. Bon, voilà, non, on est parti. Franchement. Mais tout le monde, je pense que tout le monde galère. Tu as été accompagné par qui? Par ma femme. Voilà, tout simplement, c'est elle. Donc big up à ma femme parce que c'est elle qui l'a trouvé. Ouais. Voilà, elle l'a trouvé. On est passé par des noms ridicules, des noms très simples, des noms qui. Et en fait, c'était des apéros et des soirées interminables. On était sur des listes et à un moment, les week-ends, les soirs, on se jetait des noms comme ça, même par texto, la journée. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? On impliquait les amis, les copains, la famille. Est-ce que voilà, on retestait? Non, oui. Et en fait, un soir, je sais pas quoi, je sais plus exactement pourquoi, mais il me dit pourquoi pas juste bonsoir. Et voilà, et je tape ça sur internet et là je me dis oula, c'est pris. Et donc là en gros, mais tu te dis mais attends, mais bonsoir, mais il y a plusieurs bonsoirs dans une vie. Voilà, et donc tu mets un S à bonsoir, et là tu regardes et bingo. Génial. Donc, et c'est là tu fais c'est une évidence. Et en fait c'était une évidence. Ce nom était une évidence.
tout de suite. Et c'est un peu comme ta rencontre affective, quoi. À un moment, tu cherches, tu tâtonnes, et au moment, tu trouves la bonne, et c'est une évidence. Voilà. Ouais. Et donc là, c'était le nom qui était vraiment une évidence, et je suis hyper content. Bon, merci pour l'anecdote voilà, qui a son importance. Bah oui, bah oui. Alors, bon, voilà, t'as l'idée, tu as Ouais. compris le truc, tu as Ouais. le nom. Comment, enfin, t'as jamais produit, comment tu fais, comment tu te débrouilles, comment tu te lances? De quoi tu as besoin pour te lancer? Bon, le site internet, bien sûr, Ouais. mais avant, les produits, c'est... Ouais, t'as besoin de produits, t'as besoin de... Ouais, donc... T'écris un cahier des charges, tu décris ce que tu veux comme... Non, en fait, comment non, tu t'y c'est prends? un peu plus simple que ça. En revanche, sur le linge de maison, c'est un petit peu plus simple que ça. Le cahier des charges, en fait, c'est toi qui le fais. Ouais. En fait, ce que je voulais, c'était... Je voulais que les produits me plaisent et qu'ils me fassent kiffer, quoi. Ouais. Et c'est juste... En fait, tu vas dans ce marché d'une façon super naïve. Tu dis, il faut que ce soit cool, il faut que moi, j'achète. Et c'est un peu comme ça aussi, même aujourd'hui, quand on en reparlera plus tard, mais il y a beaucoup de projets de lancement de produits, etc., et même dans le passé. Et en fait, il faut que j'achète, il faut que je sois fan du produit que je fasse. Et là, maintenant, même aujourd'hui, autour des équipes, je dis, alors, oui, voilà ce qu'il y a dans le pipe, est-ce que tu l'achètes? Et si la réponse elle est non, le truc, il marche pas. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Il fallait que le sentiment quand tu rentres dans tes draps soit juste canon, soit super doux, et tu te sens bien, pas trop lourd, avec tous les attributs. Il fallait que ça sèche rapidement, etc., etc. Bon, bref, et donc du coup, tu te dis, bon, par quoi tu commences? Donc tu fais des salons spécialisés, tu vas sur Internet. Tu regardes qui produit, quand, comment, tu vas sur... Voilà, tu contactes plein de gars. Donc en gros, moi j'avais, je sais pas, je crois que j'ai contacté une quarantaine de fournisseurs. Ouais. C'était la folie. Et donc tu te fais livrer plein d'échantillons. Et là, chez nous, c'était Tu changeais... c'était une blanchisserie. C'était une blanchisserie. Il y en avait partout, partout, partout. Parce qu'en fait, du coup, ce qui est important, c'est que tu reçois les échantillons, mais les échantillons, ils ne sont pas lavés, donc du coup, il faut les laver, etc. Enfin bon, et t'en as partout, et après, tu fais des blend tests, Mhm. et t'en choisis, tu te fais ton petit top 3 top 5, et après, donc tu mets ton petit masque de nuit avec un petit verre de vin, Ouais. et tu te dis, bon, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Et tu te dis, bah voilà, celui-là, il est mieux, celui-là, il est mieux pour ça, pour ça, pour ça. Et voilà, et t'avances comme ça. Et après, tu regardes, forcément, tu intègres aussi des sujets de prix, de partenaires, Mais voilà, en fait, tu sélectionnes tes produits. tu sélectionnes tes produits, et après, Et après, tu vas voir, tu dis le fournisseur, tu dis bah moi je veux celui-là, celui-là et celui-là, ouais. et tu mets une étiquette bonsoir dessus et tu vends. Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, tu fais beaucoup de tests, et tu adaptes après ton produit Ok, à tu ce que dis tu je veux. Donc, voudrais qu'il soit plus plus doux, doux, plus confort, plus épais, moins épais. moins épais, avec tant de fils par centimètre carré, etc., etc. Ouais. Donc, tu as quelques petites caractéristiques, avec un coton comme ça, etc. Donc, tu as des caractéristiques, et après, ce qui était important, T'as un proto en fait. et tu as un proto, donc tu dors dedans, et tu te dis, bon, est-ce que c'est cool ou pas? Tu le laves, tu redors dedans, etc. Et là, tu te dis, ah, Ok, je peux là le c'est vendre. cool. Et après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a splitté en fait la partie en fait tissu Mhm. qu'on fait importer, Mhm. et après on a splitté la partie confection des draps, et celle-là Mais dès le départ. ouais, dès le départ, c'était hyper Donc tu important pour moi. as dit ok, Ouais. moi, ce drap, la forme, c'est pas là où il y a majoritairement de l'innovation, on est d'accord, les Non. formes de drap, Non. c'est la matière. Ouais. Donc tu dis, Tu prends ces fournisseurs-là, là et là, Ouais. ce sont ceux qui me proposent la matière la plus cool que je veux. Ouais. Et, Au meilleur rapport qualité-prix, parce que ça c'est super important. ouais. Ouais. Et je trouve un assembleur, c'est pas le bon mot, comment Non, on c'est appelle des ça? ateliers de confection. Ouais. Ouais. Des ateliers de confection Qui sont en France qui sont en France. et qui reçoivent la matière première Ouais. et vont le La confectionner. Ouais. Et c'est là Avec où... des couturières. Voilà. Ouais. Et quand tu te lances, Ouais. tu passes commande de combien de pièces? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était quelques centaines. Ouais. Ouais. Donc tu les stockes dans ton appart.
Ouais. C'est ça? Ouais. On avait chambre d'amis, 9 mètres carrés. Voilà. 10 mètres carrés, je sais plus. Et donc, bref. J'ai acheté des racks en métal. Et donc, le week-end, je tapais dessus pour les monter. Mes voisins, ils ont pu péter un câble. Et voilà. Et donc, tu as tes racks qui sont montés et t'attends. Et donc, après, tu as un camion qui arrive un matin devant chez toi avec des palettes. Et tu fais putain, mais il faut que je les monte au troisième. Donc là, tu fais ok. Tu montes tes palettes au troisième, donc tu transpires comme un taré. Et donc là, tu te retrouves dans ta chambre d'amis avec tes racks et une table au milieu. Et après, tu as toute la partie packaging. Donc Ouais, là, alors après, c'est que tu les as en stock, il faut que tu les vendes. Bah ouais, après, il faut s'occuper aussi du packaging. Donc tu achètes, j'avais acheté, je sais plus moi, 400 cartons qui étaient mal imprimés. Le bonsoir, il bavait un peu. C'était l'enfer. Et donc, du coup, après, il faut que tu les vendes. Donc, une fois que tu as tout mis sur la table, tu vois, j'ai pris les économies que j'avais et j'ai tout mis dans mon soir. Et en fait, j'ai pratiquement tout claqué sur. Site, ça m'a pas coûté grand chose parce que j'ai tout fait tout seul. T'as pris quoi, un Spotify, Shopify. Shopify, je veux dire, Ouais. pardon. Un Shopify. J'ai pris un mec sur Malte. Ouais. Et qui m'a fait 2-3 petits coups de polish. Et il y avait un couple de graphistes, donc de DA, qui m'ont aidé et qui ont fait les photos et qui ont participé à la partie logo, charte graphique, etc. Et donc tu transposes ça. Fiches produits. Les photos pour les fiches produits, c'est ça aussi? Fiches produits, ambiance, etc. Bon, là, ça y est, tu as ta vitrine, tu peux vendre. Et tu as ta vitrine, donc moi je faisais mes maquettes, mes trucs comme ça, donc j'ai pratiquement fait tout ça tout seul. Tu as le stock, tu as le site, il faut faire venir des gens dessus. Il faut faire venir des gens dessus et tu n'as plus de cash. Voilà. Pratiquement plus. Donc là, tu appelles les amis, tu envoies des messages sur LinkedIn, là, sur Facebook. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, tu fais ton post sur LinkedIn. À l'époque, c'est marrant parce que c'était il n'y a pas longtemps, c'était 3 ans et demi. Ouais. Mais tu fais ton post sur Facebook. Voilà, donc là, t'envoies un message à tous tes potes, toutes tes connaissances, les mecs que tu n'as pas revus depuis 15 ans, tu leur envoies salut, voilà, on existe, voilà ce qui s'est passé. Et donc c'est marrant parce que en gros tu mets même, je me rappelle, j'avais fait une page, c'est là où tu te dis quand tu es dans ta bulle, tu fais une page bonsoir coming soon. Ouais. Non mais qui va là-dessus? Tu vois, Ouais. genre, je sais pas, je devrais regarder sur mon GA le nombre de gars qui sont dessus, mais en gros je me rappelle même, j'avais demandé à Stéphane et Damien, que je salue également, qui sont canons, et si vous cherchez des DA, ils sont top, à me faire un polish de cette page-là, du logo avec le coming soon, etc. Mais en fait, bon bref, et tu te poses des questions. Bref, et donc du coup, tu envoies ça à tout le monde, tu fais un post LinkedIn, et là, c'était un peu, le post LinkedIn était un peu surprenant, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je postais jamais. Et là je vois la résonance du truc, tout le monde qui fait c'est super, quelle bonne idée. Donc tu décris, tu mets une photo, tu décris un peu ton projet, vas-y c'est bon, c'est live, et là ça fait un espèce d'effet de boule de neige, tu vois. Donc je m'attendais absolument pas. Okay. Et donc ça c'était canon parce que c'était ma première visibilité gratuite. Ouais. Tu vois, genre, et là tu as les premières commandes qui tombent. Et là, du coup, tu as tes premières commandes qui tombent. Donc là, forcément, ta première commande, c'est une pote. Voilà. Morgane, que je salue également, je salue plein de monde. Mais voilà. Donc la deuxième, c'était tes parents. La troisième, c'était pote d'un pote. Non, ouais, après, d'accord. C'est même pas. Ouais. Et voilà, et ça commence comme ça. Et donc, après, c'est tes beaux-parents, c'est tes parents, c'est ta cousine, c'est ta tante, etc. Les premières commandes, je me rappelle, je les ai livrées à vélo. Voilà. Et donc je faisais une photo, donc je l'ai déposée sur le paillasson de la porte, etc. Là, je faisais une photo avec un petit filtre et je la postais sur Instagram en me disant ça y est, j'ai ma première commande qui a été livrée. Voilà. Et donc je pense que je me rappelle toute ma vie. Et voilà. Et l'aventure elle est lancée, quoi. Et là tu fais bon. Bon, là on est 3 ans et demi plus tard. Ouais. Il y a beaucoup plus de produits. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne toujours de la même façon sur le sourcing? Comment tu as progressé pour
sur ces aspects-là, est-ce qu'il y a un œil d'expert qui s'est développé, une expertise pour choisir les bons cotons, pour le sourcing, où finalement, dès le départ, tu avais un peu trouvé la bonne recette que tu as dupliquée sur les autres produits par la suite? Comment ça s'est passé, cette croissance finalement, tu vois? Je reste sur le sourcing, on parlera après de l'acquisition. Mais écoute, sur le sourcing, je pense qu'au début, t'as un peu, j'avais un peu trouvé la bonne formule, on va dire, sur les produits phares, sur le linge de lit. Et après, en fait, la complexité, elle vient sur les volumes. Elle vient sur la logistique, elle vient aussi sur la qualité, parce que plus tu augmentes en commande, en volume de commande, il faut que il faut que la qualité elle suive. Tu vois, c'est pas pareil si tu commandes, je sais pas moi, 300 mètres ou 500 mètres ou 1000 mètres que tu en commandes 30 000. Donc, il faut que ça perdure. Donc là, il y a un contrôle qualité qui est opéré? Le contrôle qualité, nous on le fait dans notre atelier de confection. À l'arrivée? Ouais, on le fait à l'arrivée. Pour l'instant, on n'a pas le choix, mais on le fait à l'arrivée. Tu as dû trouver d'autres ateliers, j'imagine, parce que tu en avais un quand tu t'es lancé. Là maintenant, on en a 4. 4. Ouais. Ils sont répartis un peu partout en France? Ouais, tu en as dans les Vosges, tu en as dans le nord de la France et plutôt dans le centre. Donc ça, c'était hyper complexe, parce qu'en fait, tu arrives à chaque fois, tu arrives à un truc où tu te dis, bon bah voilà, tu arrives à un seuil, tu arrives à un plafond, où en fait les gens, tes partenaires, ils peuvent plus te suivre, quoi. Donc tu es obligé de trouver des solutions. Donc après, c'est toujours des problèmes j'appelle ça des problèmes de riches. Non mais tant mieux, mais après en fait, il se pose aussi la question de savoir comment tu as réussi à ce que l'atelier qui est dans le centre et celui qui est dans les Vosges produisent la même chose alors qu'ils sont concurrents quelque part. Il faut que le produit, le même produit qui sorte de là. Tu développes des cahiers des charges. Ouais. Donc en gros, je devine. Non mais ce que je veux, c'est t'entendre le dire. Comment tu fais tout ça? Non mais aujourd'hui, nous on a une personne, qui s'occupe justement du sourcing et des achats. Donc nous on a staffé pas mal sur la partie sourcing achat, parce que ça devient maintenant très complexe, avec beaucoup de flux. On travaille maintenant avec beaucoup de fournisseurs, parce que là on parle des ateliers de confection, mais il y a également tout le reste. Donc tu peux plus aujourd'hui être mono-fournisseur, c'est plus possible. Donc tu es obligé de diversifier, mais ce qui est super compliqué, c'est de trouver aussi les bonnes qualités chez différents fournisseurs ou différents partenaires. Là vous vous déplacez pour le coup pour aller leur rendre visite? Ces dernières années, c'est quand même un peu compliqué, mais sinon oui, tu te déplaces. Tu te déplaces, tu passes quelques jours sur place. Et après, c'est des modes, tu vois, DHL, Chrono, etc. C'est tes meilleurs potes. Donc, globalement, tes fournisseurs, ils se trouvent où géographiquement? Ils se trouvent, tu en as Moyen-Orient, Turquie, Portugal, Inde, voilà. Alors, tu me disais la Turquie. France. Aussi, la Turquie, entre autres, pour le linge de bain. Parce que tu me dis, c'est quand même le pays du sauna, c'est ça? C'est le pays du hammam. Du hammam, pardon. Ouais, donc ils ont une grosse culture des bains turcs. On dit les bains turcs. Et donc en gros, ils ont développé une industrie qui est gigantesque là-bas sur la partie linge de bain. Et donc voilà, on a trouvé un super partenaire là-bas. Et donc celui-là, alors on va en parler 2 secondes du linge de maison, mais restons sur les aspects logistiques, puisqu'on en parlait. Évidemment, assez vite, tu as dû partir de chez toi et tu as dû trouver des solutions moins artisanales, on va dire. Aujourd'hui, c'est organisé comment? Tu as un entrepôt qui réceptionne l'ensemble de la production des différents ateliers. Tu en as plusieurs. Est-ce que c'est les ateliers qui stockent et qui expédient? Comment c'est organisé? Donc nous, j'ai racheté des appartements avec des chambres d'amis. Après, du coup, je plaisante. Et du coup, non, je suis parti au bout de 6 mois. Je suis parti chez un logisticien qui est situé à Angers et du coup qui est aujourd'hui encore un logisticien. Et il stocke. Je reprends un petit souci technique, voilà, c'est réglé. Le stock, tu disais tout est stocké chez notre logisticien, donc il fait du stock, pick, pack, send. Donc il s'occupe de tout. Après nous on fait un petit peu de personnalisation.
qu'en fait, on personnalise tous les colis sont personnalisés. Donc, en fait, on écrit le prénom du client à la main. Ouais. Donc, c'est une petite complexité. Il faut un petit peu construire au début aussi le packaging avec le tote bag, la petite ficelle qui va bien, etc. Donc, il y a une petite étape de préparation du packaging. Ouais, bien sûr, ça prend du temps. Ça prend un petit peu de temps. Ouais. Mais c'est Et le on packaging, travaille aussi avec un ESAT. vous expédiez dans des cartons La Poste ou des cartons brandés Non, des cartons brandés d'une boîte qui est située dans l'est de la France, top, et qui fait de la super qualité, parce que pour la petite histoire, imprimé en blanc sur des cartons en craft, pour ceux qui ont un peu travaillé sur le packaging, c'est pas facile. Et donc voilà, donc packaging était un gros sujet. Mais donc voilà, il y a une petite étape de préparation des packs. En plus, notre logisticien, il est aussi, il y a un ESAT à côté qui fait en fait pas mal qui travaille avec des boîtes dans le luxe, etc. Et donc qui nous aide à préparer ce packaging. Donc, c'est cool. Donc ouais, tu as quelque chose de qualité. Ouais, franchement, j'ai quelque chose de qualité, de fiable. J'ai jamais eu de problème logistique, donc je touche du bois, c'est canon, ça roule. Après, les sujets, c'est toujours des sujets de. Tu as des développements après entre le logisticien et Shopify et ton site. Donc, c'est toujours ça à chaque fois, parce que nous, on fait aussi de la broderie personnalisée. Donc, on brode pratiquement tous les produits. C'est vrai ? Ouais, tu peux faire broder ton peignoir, ta serviette, tes draps avec le prénom de tes enfants, de ta chérie ou alors peu importe tes initiales. Et donc voilà, et cette étape de broderie, on l'a fait faire également avec des machines dans lesquelles on a investi, etc. Ça limite les retours, non ? Ça limite le retour. Oui, exactement. Mais sauf s'il y a un moment, il y a un défaut produit, etc. Bien sûr. Voilà, mais tu peux pas te dire, bon, je brode brode Robert et derrière, au final, j'aime pas. Non, c'est un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Et alors, tu l'as évoqué tout à l'heure brièvement, mais c'est quand même un sujet important et je voudrais qu'on revienne 2 secondes dessus. C'est le service client. Tu disais justement qu'il était hyper réactif et que ça contribue quand même fortement au sentiment de qualité de l'ensemble d'expériences d'achat, parce que évidemment le produit il est clé, la livraison c'est important, le look du site, la cooltitude entre guillemets du site, ça contribue. Les efforts marketing c'est pas rien, on en reparlera, mais le service client il est important à plein de titres. Et ce que je voudrais savoir, c'est finalement son rôle, est-ce qu'il est à peu près égal entre avant-vente et après-vente, ou alors c'est surtout de l'après-vente, parce que sur des produits de base, on est souvent sur de l'après-vente parce qu'on veut savoir où en est le colis, comment on fait pour le remboursement, etc., ou le retour. Là, je devine que tu dois avoir aussi un rôle de réassurance énorme. Ouais, on a beaucoup d'avant-vente, on a beaucoup de contacts d'avant-vente qui sont des questions sur la taille, la matière, la couleur. Est-ce que c'est adapté à tel usage, à quelle température je peux laver, même si au final tu as toutes les informations qui sont sur le site, que ce soit sur la page produit, ils ont envie d'être rassurés. Il y a marqué qu'on s'est expédié le jour même ou alors le lendemain, mais que ça me met est-ce que moi j'ai mon anniversaire ou j'ai besoin du colis à telle date, est-ce que vous pouvez me confirmer que, enfin il y a plein de contacts pré-vente. Donc ça c'est hyper important. Que ce soit rapidement sur chat, par téléphone ou par mail. Donc voilà, et après on a... T'as internalisé tout ça, c'est des équipes... T'as combien de personnes ? Là on va avoir 3 personnes. Ok, et est-ce que t'as... full time. Est-ce qu'il y a une saisonnalité, ou du moins des jours dans la semaine où c'est plus dense que d'autres ? Lundi c'est la plus grosse journée. Lundi tu as toutes les commandes du week-end. Donc du vendredi, du samedi, du dimanche, donc forcément tu as un gros goulot le lundi. Après moi je suis un peu avec l'équipe, on est un peu des fous d'expérience client, des analyses, mais ça vient de mon expérience précédente où vraiment l'expérience client c'était vraiment le maître mot. Nous aujourd'hui c'est exactement le cas. Nous, on a tous les vendredis matins, on a notre point expérience client, donc on a et qui regroupe en fait pratiquement
toutes les personnes de différentes, donc du produit, de la vente, etc., même des achats, du service client et des opérations, pour du coup, on a des reports qui split en fait tous les contacts entrants par produit, par catégorie, etc. pour qu'on ait un aperçu exact au client près de ce qui a marché ou surtout de ce qui n'a pas marché. Et dès qu'on voit qu'il y a des petites convergences sur des sujets, ça peut être des bugs de paiement, ça peut être un petit problème qualité sur un produit, ça peut être une couleur où à un moment il y a eu un problème, ou alors peu importe, on réagit immédiatement. Et donc on a tous les vendredis à la fin de la réunion un plan d'action correctif ou d'amélioration qui nourrit en fait notre roadmap sur les projets des prochaines semaines, ou alors immédiate si c'est une urgence, ou alors des prochains mois. Ok, donc ça c'est donc intéressant. C'est clé. Ouais. Et le service client, il nous nourrit quasiment quotidiennement sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Justement, ça me fait une bonne transition sur la partie de la relation client en général. Je le disais en introduction, comment vous... Là, on a parlé du service client, on le comprend, voilà, la réassurance, et puis forcément, il doit y avoir quelques appels post-vente pour savoir où on est la commande, ou voilà. Tu as... de façon plus globale, une prise de parole à organiser vis-à-vis de tes clients ou de tes clients potentiels. Comment tu fais pour raconter ton histoire? C'est quoi? Est-ce que tu as une stratégie de contenu? Comment tu utilises les réseaux sociaux? Est-ce que tu as du CRM, pas de CRM? Bref, où est-ce que tu en es dans tout ça? Alors, c'est un peu plein de questions, mais commençons peut-être sur le message, la prise de parole que Bonsoir en fait organise en extérieur. On a plusieurs canaux. Principalement, on en a deux qui sont les réseaux sociaux et les emails. Principalement, c'est les deux plus gros canaux. Après, tu as un peu de LinkedIn, mais que je catégorise un petit peu dans réseaux sociaux, mais c'est plus professionnel. Ouais, mais bon, c'est quand même des clients potentiels. C'est par eux que tu as commencé. Voilà, exactement. Mais non, on est assez actif sur la partie réseaux sociaux. Il y en a un plus particulièrement, Instagram, c'est ça. Ouais. Même si on est présent sur Facebook, on est présent sur Pinterest, qui est quand même aussi super affinitaire pour nous. Mais Insta, ça reste aujourd'hui number one. Donc là, ce qui est assez et les médias comme TikTok, c'est pas la cible qui est dessus? Ouais, on regarde, mais pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la formule. Donc, même des Snapchat ou des choses comme ça. Enfin, on n'est pas encore dedans. D'ailleurs, question intéressante, c'est qui ta cible réelle aujourd'hui, après des milliers de commandes? C'est qui globalement? Écoute, on a un cœur de cible. C'est 30-45 ans, CSP plus urbain. Ok. Voilà, donc ça, c'est le cœur de cible. Après, au-delà de ça, on essaye de construire une belle marque, qu'on appelle on peut appeler une love brand, tu vois. Donc vraiment une marque où tu dis qui rend pas indifférent. C'est une circonstance quoi. Quand tu vends des draps, love brand. C'est ça. Mais en fait, on veut créer une marque où on veut créer une marque coup de cœur en fait. Et où on se dit c'est pas les gars qui vendent ça, c'est Bonsoir. Donc on place un peu le curseur de la marque au-delà. Et ça, vous travaillez le contenu sur Insta, parce que c'est un objectif de faire de cette marque une love brand, comme tu dis. Donc on a des personnes qui font essentiellement pratiquement que ça, qui sont responsables des réseaux sociaux. Et qui développent du contenu. Le contenu, il est visuel, il est vidéo, il est aussi, il est les deux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aujourd'hui même, on a atteint les 50 000 followers sur Instagram. Cool. Donc on est hyper content. Donc on va célébrer ça. C'est vraiment très cool parce que c'est pas une marque de fashion de fringues. Les marques de fringues, de sac à main ou des choses comme ça, là ça va assez vite. Clairement,
y a quand même plus sexy que du linge de maison, C'est des bon. draps et des serviettes et des peignoirs. Hein. Ouais. Donc on reste Voilà, quand non, mais même c'est important sur- de le repréciser parce que Ouais. c'est vrai que Oui, tu on a vois- l'impression qu'on peut se dire oui, mais il y a des marques qui ont 300, 400. Ouais, c'est ça. Mais Non. là, on vend Si du tu linge vends de des maison. bijoux Ouais. pour toutes les Parisiennes, lyonnaises et bordelaises, c'est un peu plus facile de susciter un peu d'engouement ou de like. Et Voilà. c'est plus facile de voir des influenceurs. Toi, t'en as là des influenceurs? Ouais, on travaille de plus en plus avec des influenceurs. Ouais. Ok. Ouais, on est un peu en retard, mais on travaille pas mal et aussi c'est un média qui nous permet aussi, enfin un média, ouais, si c'est devenu un média. Hein. Ouais, bien sûr. Le lapsus, Non, mais ouais, bien sûr. ouais, c'est un média qui, bon, dont le ROI, en fait, c'est un outil de com, quoi. Ouais. Donc C'est de la noto. Donc c'est de la noto. la Et ça nous crée aussi du contenu. Aujourd'hui, nous, on est vraiment. Et tu le aussi en relayes train de comment se ton dire- contenu en dehors d'Insta? Est-ce que tu l'utilises par ailleurs? Est-ce Ouais, que... tu peux l'utiliser sur le site, tu peux l'utiliser dans des news, dans Ouais, des c'est com ça. clients, etc. Et après, pour revenir sur ta question sur Instagram, oui, aujourd'hui, de temps en temps, on fait des vidéos sur le behind the scene, on fait des vidéos où on informe. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur des sujets comme de la senteur, des choses comme ça, ou identité olfactive, et donc on inclut aussi nos clients. Donc, on, on- on a pas mal de clients, on a même de plus en plus de clients qui font des vidéos ou des photos de unboxing. Franchement, en plus, on le met même pas en avant, on le demande même pas, mais c'est incroyable. Et qui Maintenant. tag, Et et qui tag tag bonsoir, bonsoir. qui font des vidéos, qui sont là et qui commencent en fait à nous donner du contenu. Ce qui est Ça, assez c'est- marrant, c'est qu'au début de l'aventure, C'est génial. on quémandait, je me rappelle d'une newsletter où on a demandé à nos clients de nous donner du contenu. Putain, le nombre de réponses, ça se compte sur le doigt d'une main. Et donc là, grosse déception. Et en gros, aujourd'hui, et en fait, ça fait effet boule de neige, c'est un peu un cercle vertueux. En gros, tu as de plus en plus d'engouement, de plus en plus de commandes, de plus en plus de personnes qui ont envie d'aller avoir Bonsoir et qui consomment des produits Bonsoir et qui, du coup, trouvent que la marque, elle est cool. Et du fait qu'elle est cool, ils postent le fait qu'ils sont dans la communauté Bonsoir. Et du coup, font notre publicité pour et ils rendent la marque encore plus cool. Enfin, tu vois, c'est un espèce c'est de un cercle vertueux. Exactement. Complètement un cercle vertueux. Et donc ça c'est incroyable. C'est un peu ce qui est en train de se passer là, où on a beaucoup de contenu client. Voilà. Et après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que nous, on est super proche de nos clients. On pratique tous les produits. Non, vraiment tous les produits. On les co-crée avec nos clients. Donc, en gros, Comment tu fais là, cette co-création? en gros, justement tu crées une base. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une base d'ambassadeurs. Ouais. Donc ça, Des c'est bons la clients. base. C'est des bons clients, des gens qui te notent bien, des gens avec lesquels tu as eu des bonnes interactions, etc. Nous, on a même, quand on a fait notre nouveau site il y a 2 ans, plus de 2 ans, on a organisé un shooting photo avec nos clients. Donc là, quand tu vas sur la homepage de Bonsoir, tu scrolles un petit peu et tu as des avis clients qui sont vraiment les avis des clients qui posent. Et on les a fait poser pour Bonsoir avec les draps et en jouant avec leurs draps. Donc les clients, c'était génial comme journée parce qu'ils étaient fous d'être invités à un événement d'une marque Bonsoir. Bon, bref, et donc ils sont venus avec leurs chiens, donc ils sont venus avec leurs enfants, avec leurs bébés, limite nourrissons. Ils sont venus en famille, ils se sont prêtés au jeu de se faire photographier. Donc on leur donnait rien, hein. C'est juste qu'ils se sont éclatés à faire ça. Et donc du coup, c'était un peu le début d'une aventure aussi entre eux et nous. Et là, donc là, on a construit ce cercle d'ambassadeurs. Et qui derrière, avec lequel on communique hyper régulièrement, vraiment. Donc une communication ciblée vers ces personnes-là. Ciblée, avec des questionnaires, on a même organisé des focus group. Là maintenant, on a déménagé dans des nouveaux bureaux, donc ça va être encore plus simple de les inviter à des événements. Donc j'espère que la situation sanitaire va aussi permettre ou fluidifier un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'était vraiment pas évident. Donc ça a été un petit peu mis en stand-by cette partie-là, mais sinon, on se nourrit énormément des feedbacks clients et donc à la fois sur la partie, on va dire, news, canaux classiques, même téléphone, etc. Ou alors, mais aussi via les réseaux sociaux. Bien sûr, je comprends. Et est-ce que comment vous structurez finalement
tous ces clients-là, il y a un CRM Ouais. qui existe. Ouais. Ouais. Ouais, on a un outil de CRM. Mhm. On a un outil de CRM, mais après, on n'est pas. Ce qui est utilisé pour l'envoi des newsletters. Ce qui est utilisé pour l'envoi de newsletter, assez classique. Mhm. Donc après, on peut segmenter comme on veut. On peut Et segmenter par date d'achat, achat type de produit, nombre de commandes effectuées en une période d'X ok, tu temps. as le comportement transactionnel. Tu peux complètement, avec l'outil qu'on a, on peut complètement exploiter toute la donnée et créer même ce qu'on appelle des triggers Mhm. et balancer des triggers en fonction d'actions qui ont été faites par les clients. Actions d'achat ou actions de comportementaux sur le site. Après, nous, on n'est pas encore, on a encore énormément de choses à faire là-dessus. Ce qui est assez canon, c'est qu'on fait vraiment, on fait la base, on fait vraiment la base en CRM. Et ça me rassure. Parce que tu te dis, wow, là déjà, tu vois quand même le potentiel qu'on arrive à faire en faisant la base. Ouais. Donc tu te dis, bah, c'est génial parce qu'en gros, en T'as faisant une marge très de peu, progression t'as une marge de énorme. progression qui est juste Ouais, dingue. ouais. Donc moi, ça me rassure énormément. Et donc là, on va mettre des moyens pour justement augmenter et parler d'une manière encore plus pertinente auprès de nos clients. Voilà, c'est vrai que les peignoirs, le lancement des peignoirs ou des capes de bain enfants, on va peut-être pas le lancer à tout le monde. Voilà, Ouais. c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça, hein, Oui, on va faire comme il faut. voilà. Ou alors quelqu'un qui n'a pas ouvert ta news depuis 6 mois, on va peut-être le laisser un petit peu tranquille, ou on va peut-être Mm. communiquer d'une manière différente. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut Ouais, faire. il y a plein de choses. Ouais. Et donc c'est assez excitant parce que voilà, on en a un peu sous le pied là-dessus. Bon, écoute, merci pour tout ça. Et avant que je remercie tous les auditeurs de leur patience et en fait, je suis sûr de leur délectation à écouter cette conversation-là. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les grandes étapes finalement est-ce qu'elles se dessinent pour vous le futur, c'est quoi? C'est augmenter le nombre de catégories, c'est acquérir de nouveaux clients, c'est ouvrir de nouveaux marchés, c'est quoi pour Bonsoir le futur? Le futur, il est principalement il est sur plusieurs axes. Il est clairement de soutenir la croissance. Comment tu soutiens la croissance? T'acquérir encore plus de nouveaux clients. Comment tu le fais? Tu consolides les canaux sur la qualité. Donc, tu as des canaux digitaux. Donc aujourd'hui, on est présent sur Facebook Ads, Insta Ads, Facebook Ads, euh, Pinterest, Google et d'autres canaux digitaux. Euh, mais il est également en trouvant aussi des buckets, des bassins aussi de population que tu vas pas adresser forcément, ou tu n'arrives pas à adresser en digital. Et donc là, on lance très prochainement un test télé. Donc voilà, Alors, on enregistre le 8 juillet et voilà, je donc crois ça aura lieu que lundi 12. le 12 et Donc la campagne commence. voilà, le Donc podcast. on est hyper excité. Ouais, On est hyper excité parce que voilà, c'est un nouveau pan et c'est aussi une fierté pour une jeune marque ouais, de se retrouver en télé. c'est Donc génial. ça c'est top. Voilà, donc on a un peu de pain sur la planche sur toute la partie, on va dire, acquisition, sur toute la partie aussi consolidation et structuration. Donc, Hmm. ce qui est super important, c'est de construire aussi des fondations qui soient solides pour accélérer. Donc oui, on a envie d'accélérer, on a envie d'aller vite. Nous, une ambition, c'est de devenir leader online du linge de maison. Voilà. Donc c'est un peu la baseline de développement que tu peux avoir. Et donc, mais pour ça, il faut se structurer. Aujourd'hui, on commence, on est une belle équipe, mais on va encore continuer à la structurer. Donc, il y a vraiment un sujet people, RH, team qui est super important pour nous dans les prochains 6 à 12 mois. Hmm. Donc ça c'est super important. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est sur des bases solides puisqu'on est rentable. Hmm. Donc, Important de le dire. Ouais. Du coup, ça te permet aussi d'investir sur des domaines de développement. Donc ça, c'est canon. Et après, il y a la partie produit aussi. Donc clairement,
on a lancé pas mal de produits. Donc, on consolide sur la partie linge de lit. Là, on a lancé une nouvelle matière, la percale lavée, en édition limitée. On a développé les peignoirs, les capes de bain pour les enfants. Donc, on développe aussi les enfants. Et on a une roadmap de lancement là, sur la fin d'année qui est avec plein de surprises. Donc, donc voilà, donc cette année, l'année prochaine. Donc on veut clairement diversifier sur la partie produit. Et voilà, mais après il y a des sujets sur l'international. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, comment on y va. Donc c'est des questions qu'on se pose. On n'a pas encore de vision supra claire là-dessus, mais clairement ça va être une des questions qu'on va se poser. Ok. Ouais. Bon, génial. Merci Nicolas pour en fait, pour la sincérité avec laquelle tu as présenté ton business, comment il s'est développé. Je crois que c'était hyper concret et c'est ce que j'aime bien. Merci. Merci à toi. Merci à toi surtout. Merci à vous, les auditeurs qui êtes toujours fidèles et de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers. Merci à Comexposium, l'organisateur de l'événement One-to-One Retail E-Commerce de Monaco pour la coproduction de cet épisode. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous sur les plateformes de votre choix pour les prochains épisodes. Sinon, vous pouvez retrouver celui-ci sur le site Les Digital Doers. Nicolas, merci encore. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut.